Je suis ravie de vous accueillir à une nouvelle rencontre au Midi Parents. Mon nom est Maha Sayed, je suis parent animatrice au sein des parents partenaires en éducation et je serai votre facilitatrice aujourd'hui pour cette rencontre. Donc, avant de commencer notre discussion, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire et souligner que même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Un rappel de la mission des parents partenaires en éducation. Alors, en tant que réseau de parents engagés, notre rôle est de soutenir les familles en leur offrant des ressources et des outils pratiques afin de les accompagner dans leurs défis et de les appuyer dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. Euh, la série d'ateliers Midi Parents sous le thème Parlons Inclusion cette année vise à offrir un espace d'échange ouvert, respectueux et bienveillant, réunissant des parents issus de la diversité et des partenaires communautaires. Ensemble, nous cherchons à reconnaître et à valoriser l'expertise parentale, à mieux comprendre les réalités vécues et à adapter les services, les ressources et les actions aux besoins concrets des familles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Khadija Ndoye, autrice, éducatrice STEAM et conférencière engagée sur les questions de neurodiversité, d'éducation et d'inclusion. À travers son parcours personnel et professionnel, elle milite pour une meilleure compréhension des profils neurodivergents, notamment dans le monde du travail et dans des environnements éducatifs. Dans son ouvrage La belle malédiction d'être neurodivergent, Khadija Ndoye partage un témoignage profond et éclairant sur l'autisme, la neurodivergence et les réalités souvent invisibles vécues par les adultes neurodivergents. Son livre ouvre un espace de dialogue essentiel pour les parents, les éducateurs et les professionnels. Alors, sans plus tarder, Madame Khadija, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui et j'aimerais bien que je vous laisse la parole pour vous présenter puis nous parler de votre parcours. Bien sûr, bah déjà, merci et merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui avec moi. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec parents, partenaires en éducation. Merci encore de donner cet espace pour parler de thématiques malheureusement qui ne sont pas encore très discutées et très connues du public, surtout sur la neurodivergence. Donc moi, je m'appelle Radija Ndoye. Comme l'a bien dit la facilitatrice, je suis une autrice, éducatrice également. Par rapport à mon background, j'ai un background en robotique. Je suis diplômée de MIT et j'ai monté des projets sur la robotique, notamment en Afrique, en Tanzanie. Je suis originaire du Sénégal et je parle aussi de cette thématique de la neurodivergence parce que j'ai été diagnostiquée à l'âge de 35 ans d'un autisme du niveau 1. Il y a 3 niveaux au niveau de l'autisme. Et donc, du coup, ça a beaucoup impacté que ce soit mes relations personnelles ou même mes relations de travail. On va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'à la fin de cet atelier, vous sachiez plus ce que c'est la neurodivergence, puisque c'est un terme, mais ça englobe pas mal de choses à l'intérieur. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Toutes vos questions sont les bienvenues. Et j'ai hâte de partager avec vous, voilà, tout ça. Et hâte d'entendre vos questions, vos réflexions également, et de parler de ça et de voir quelles pourraient être
des solutions, que ce soit pour des parents qui sont confrontés avec des personnes neurodivergentes, ou même si ici, aujourd'hui, à présent, il y a des éducateurs, éducatrices qui sont là et qui souhaitent ou qui veulent implémenter également des structures ou faciliter l'accueil de ces personnes neurodivergentes. Merci beaucoup, Khadija, pour ce partage. On aimerait, c'est sûr qu'on aimerait apprendre un peu plus et comprendre aussi votre expérience professionnelle. Et pour commencer, j'aimerais bien vous demander comment avez-vous découvert votre neurodiversité et quel impact cette découverte a eu sur votre vie, votre regard sur vous-même? Bah, là, j'ai appris très tard, comme j'ai mentionné, à 35 ans. Et donc, auparavant, j'avais des doutes. Je pensais que j'avais quelque chose, que je me disais. Mais en fait, le problème, c'est que dans ma culture, dans mes cultures d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de stigmas sur l'autisme, sur les maladies mentales. Et donc, du coup, et dans ma famille, par exemple, voir un psychologue, c'est quelque chose d'extrêmement tabou, dans le sens où c'est seulement si on est, je n'aime pas ce terme, mais fou ou folle, donc on a vraiment un grand problème qu'on doit voir un psychologue, mais si on est normal, entre guillemets, parce que normalité, définir la normalité, c'est très difficile, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, ça veut dire que j'avais tous ces questionnements-là, mais au fil du temps, c'est une amie à moi qui a un fils qui est autiste qui m'a suggéré de faire les tests il y a 2 ans et demi. Et à partir de là, j'ai fait le test et c'est là que j'ai découvert que j'étais autiste, donc de niveau 1, c'est-à-dire que j'ai une certaine indépendance, mais je partage des traits communs avec les personnes autistes qui ont, par exemple, des difficultés au niveau de motricité, au niveau social. C'est des personnes, les personnes autistes en général ont du mal à socialiser avec les gens. C'est des personnes qui restent tout seules, qui ont du mal à comprendre vraiment les codes sociaux. Et moi, ça s'est reflété beaucoup dans mon expérience professionnelle qui a été, on va dire, quasiment chaotique, parce que ça a été extrêmement compliqué pour moi de naviguer le système du travail canadien. Bon, c'est vraiment intéressant de voir que même à un âge un peu avancé, qu'on pourrait sentir des différences euh, par rapport à notre entourage. Mhm. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous a pas bloqué. Au contraire, il y avait une curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y avait des questions avec vous-même. Mhm. Et c'est sûr qu'avec votre démarche et tout, il y a eu des changements, hein, il y a eu certaines peut-être des difficultés hein, que vous avez rencontrées et vous avez parlé de l'aspect social donc dans vos interactions avec votre entourage, la famille, le milieu de travail. Donc, comment avez-vous surmonté ces difficultés-là? Alors, il y a un terme qu'on utilise beaucoup. Donc, j'expliquais déjà ce que la neurodivergence et qu'est-ce qui est le camouflage. Donc, la neurodivergence, ce sont des personnes qui sont soit autistes, soit qui ont le TDAH, soit qui ont le syndrome de la Tourette ou la dyslexie. Donc, ces dyslexies sont des personnes qui ont des habilités normales, mais qui ont du mal à lire Oui, ou à avoir une certaine logique. Les personnes TDAH, qui ont des personnes qui ont un trouble d'attention oui, et leur niveau de dopamine qui est dans le cerveau n'est pas régulé. Pour les autistes, pareil, c'est sur un spectre, c'est des personnes qui ont des difficultés sociales, que ce soit professionnelles généralement ou personnelles, et qui vont être extrêmement sensibles, que ce soit par le son, par les images, par un environnement. Et donc, du coup, tout ça va affecter ces personnes-là. Donc, les personnes neurodivergentes, ça comprend tout ça. Maintenant, pour chaque spécificité, que ce soit pour le TDAH, que ce soit pour l'autisme, que ce soit pour la dyslexie, il y a des niveaux, donc il y a un spectre. oui. Donc, on peut avoir un trouble TDAH, mais paraître entre guillemets normal et avoir une vie normale, mais prendre des médicaments et être suivi.
On peut être autiste comme moi, paraître également normal, mais voilà, on doit être suivi parce que on est beaucoup plus sensible dans nos cas pour les autismes à faire des burn-out. Donc, c'est très important de choisir un bon environnement de travail, sachant que moi, je sais qu'il y a des emplois que je peux pas faire. Tout ce qui est customer service, tout ce qui est enfin, tout ce qui est allié à la performance. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'emplois maintenant auxquels même si j'ai les compétences, je peux pas appliquer parce que je vais pas pouvoir tenir le rythme. Mhm. Et donc, ça, c'est important de savoir ça. Dans mon cas, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit qu'en famille, j'ai dû masquer, c'est-à-dire que le camouflage, c'est-à-dire créer une autre personnalité pour paraître normal. Sachant que le fait de parler de psychologie, le fait de parler qu'on a des troubles, etc., c'est quelque chose qui est encore tabou parce que c'est pas quelque chose qui est visible complètement. Donc c'est quelque chose que moi j'ai dû cacher. J'avais des troubles, je pensais que j'avais quelque chose, mais je pouvais pas en parler directement à ma famille. Même aujourd'hui, encore, c'est un sujet pour mes parents qui est encore tabou, ils ont du mal. Ils n'aiment pas que je dise que je suis autiste. Parce que pour eux, c'est faux. Pour eux, l'autisme, c'est ce stéréotype de la personne qui ne parle pas, qui ne peut pas s'exprimer. Et dès qu'il va voir une personne, va avoir des mouvements un peu compulsifs alors que c'est un spectre. Donc, c'est encore difficile de naviguer ça. Au niveau professionnel, bah, du coup, je suis suivie maintenant, je comprends, j'ai un psychologue qui me suit, qui m'explique un peu comment gérer mes émotions et comment gérer l'environnement, comprendre aussi tout cet aspect social. Parce que, par exemple, moi, il y a un aspect que je n'aime pas, c'est tout ce qui est réseautage. Et malheureusement, au Canada, lorsqu'on cherche un emploi, on nous dit il faut réseauter. Peut-être, oui. Oui, je suis d'accord, mais ça ne marche pas pour des personnes comme moi. Parce que on va peut-être aller dans des événements, on va pas se sentir à l'aise, on va pas pouvoir se vendre, parce que c'est aussi ça, cette image du Canada. C'est-à-dire qu'on cherche du travail, mais on doit se vendre comme un produit marketing. Mhm. On doit prouver à l'employeur que nous sommes le meilleur candidat. Donc, tout est sur la performance. Quasiment tout est sur la performance. On doit avoir la plus belle image sur LinkedIn. Tout le temps, on nous dit oui, mettez des images, prenez des photos professionnelles, faites ceci, ajoutez ça, ajoutez ceci, et vous allez avoir du travail. Sauf qu'en réalité, ça aide, mais c'est pas ça qui va vous donner du travail. C'est une combination de plusieurs choses. Premièrement, bien sûr, d'avoir un bon profil LinkedIn, mais également de comprendre les codes du travail, de comprendre l'environnement, de comprendre comment on fait du réseautage au Canada, de quelle manière, dans quel secteur on veut travailler, qu'est-ce qu'on appelle la performance, comment se vendre. Donc, c'est tous ces aspects-là. Et pour des personnes neurodivergentes, ça devient compliqué lorsque on doit interagir avec des personnes, sachant que c'est pas notre point fort. Donc, comment on fait lorsqu'on est neurodivergent et autiste et qu'on cherche du travail? Parce que le problème, c'est que selon les données de l'ONU, 80% des personnes autistes sont soit n'ont pas d'emploi ou sont soit sous-payées. Parce qu'on a cette difficulté de vraiment de trouver un environnement qui va accepter en fait notre neurodivergence. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vraiment, vous avez touché beaucoup de choses. Vous avez parlé de recrutement au Canada. Oui, il faut Mm. rentrer dans le moule. Il faut suivre. Mm. C'est un moule qu'on croit que les sur mesure pour tout le monde, mais on est tous différents. Que ce soit neurodivergent ou pas, on est différent. Mhm. Et puis, vous avez parlé aussi de votre entourage. Je soulève le point de culture qui contribue à faciliter en fait la vie pour les gens qui ont certains défis. Donc oui, je comprends très bien ce que vous dites, puis, mais j'aimerais vraiment aller vers votre environnement professionnel. Mhm. Euh, c'est sûr que
vous avez pris une initiative de mettre des choses en place pour adapter votre environnement professionnel et répondre aux attentes de votre milieu de travail. Mhm. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous les mesures que vous avez prises pour faciliter en fait votre intégration dans votre environnement de travail? Bien sûr. Alors, depuis 2017, alors ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivée en 2013. La situation, le marché du travail au Canada était très différente en 2013 que maintenant. C'était plus facile pour une personne bilingue ou même avoir un niveau pas très élevé en anglais de trouver un emploi pour des francophones. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, où l'anglais est malheureusement quasiment indispensable dans la plupart des cas. Maintenant, ce que j'ai fait, parce que j'en avais parlé à Georgette, qu'on avait discuté, c'est que moi, je suis arrivée à un point où j'arrivais à trouver du travail, mais comme j'avais pas fait vraiment de recherche sur l'environnement, la culture de l'entreprise, eh ben, ça ne matchait pas. Donc, ça veut dire que je perdais régulièrement des emplois. Et ça m'a remis en question parce que je me disais, bah, c'est moi le problème. Comment ça se fait que malgré les diplômes que j'ai, je n'arrive pas à trouver un emploi, je n'arrive pas à stabiliser. Et en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses. Et donc, en 2017, lorsque j'ai perdu mon emploi, et j'ai dû en trouver un autre pour pouvoir rester au Canada, malheureusement, je suis tombée sur une entreprise assez véreuse qui m'a fait du chantage, c'est-à-dire qui a accepté de me prendre et de travailler, à condition que, parce qu'à cette époque-là, c'était en 2017, je vais appliquer pour la résidence permanente, mais j'avais pas assez d'expérience professionnelle stable. Donc, elle me proposait de travailler, de m'aider à faire les papiers, sauf que, en contrepartie, donc elle allait me faire les papiers, elle allait me payer chaque mois, mais à la fin de chaque fin du mois, je devais rendre l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais gratuitement. D'accord? Donc, et donc, si j'avais le malheur de dire que non, je ne voulais pas, eh ben, elle avait juste appelé Immigration Canada pour leur informer que j'étais illégale dans le pays. Donc, j'ai accepté cette situation, ne sachant pas comment trouver une autre solution. Donc, je n'avais pas de revenus, même si je travaillais, je n'avais pas de revenus, je devais absolument trouver un autre emploi pour continuer à payer mes factures, c'est-à-dire payer mon téléphone, payer mon loyer, payer mes factures d'électricité, donc la base, et manger un tout petit peu. Et donc, sachant que mon statut était illicite, illégal, je pouvais pas chercher un autre emploi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur Facebook et je suis tombée sur des groupes de personnes qui commençaient déjà à parler de télétravail. Donc, c'est plus un espace de digital nomade. Donc, digital nomade, ce sont des personnes qui travaillent et voyagent en même temps. Donc, je suis tombée sur ces groupes-là et ils m'ont mis en relation avec des personnes qui recrutent des personnes en remote ou en télétravail et également des sites spécialisés pour seulement du télétravail. Et à partir de là, j'ai pu appliquer et à commencer à travailler en remote. Donc, j'avais 3 emplois. Donc, j'avais cet emploi dans cette entreprise-là canadienne, mais j'étais pas payée, même si je recevais un salaire, je devais rembourser. J'avais un autre temps partiel, donc je donnais des cours de français en ligne pour une entreprise aux États-Unis, et encore un autre emploi. Donc j'avais 3 emplois, ce qui me permettait de pouvoir payer mes factures et en même temps d'attendre cette réponse de la résidence permanente. Sauf que j'ai dû tenir 2 ans, mais ça a affecté ma santé mentale, ça a affecté ma santé physique. Et lorsque j'ai eu les papiers, donc en 2019, j'ai pu du coup arrêter ce travail forcé et de travailler seulement en ligne. Donc, à chaque fois que je rencontre des personnes qui sont dans une situation différente, je leur dis qu'il y a toujours des solutions. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne, 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 ne subissez pas un chantage. Parce que si vous dites oui sur le coup que oui, je vais pouvoir tourner le coup, à long terme, ça va avoir des dommages sur votre santé physique et votre santé mentale. Et donc, la solution que je dis pour des personnes à chaque fois que je rencontre qui viennent d'arriver, qui ont du mal à trouver de l'emploi tout de suite au Canada, qui ont un enfant en bas âge et qui peuvent pas forcément se déplacer, c'est de trouver des solutions de travail en ligne. Donc, depuis, on va dire que le Covid exit, ça s'est démocratisé. Donc, de plus en plus d'entreprises canadiennes proposent ces formats-là.
et aussi des entreprises américaines ou étrangères, mais de faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, malheureusement encore, véreux, qui vont profiter d'une situation de faiblesse pour prendre avantage sur vous. Donc faites très attention à ça. Merci pour le conseil. Vraiment, merci pour le conseil. Puis j'invite tout le monde à passer le message. Parce que moi, j'étais vraiment, quand j'ai entendu l'histoire, j'étais sans mots là. J'ai jamais pensé que ça existe au Canada. Des milliers de personnes sont dans cette configuration, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit comme moi dans des entreprises qui ont pignon de rue. Malheureusement, c'est encore fréquent. Parce que les employeurs savent que beaucoup de personnes recherchent la résidence permanente. Et donc, pour réduire les coûts, parce qu'on est dans une économie de marché, une économie capitaliste. Donc, certaines personnes sont prêtes à aller à des extrêmes pour payer moins de taxes, payer, enfin, et tout, quoi. Oui, effectivement, il faut survivre. Et malgré tout ça, en vous écoutant, vous avez mis des stratégies sur place pour trouver des solutions à chaque fois que vous vous retrouvez dans un contexte pas évident, hein, Mhm. difficile. Puis donc c'est ça. Puis essayer de mieux gérer les situations tout en vous protégeant et aussi avoir des ouvertures pour chercher quelque part la stabilité puis une solution à votre situation. Donc, c'est sûr que vos expériences mettent en lumière l'importance de la résilience, de la confiance en soi aussi. Mhm. Euh, mais ça se limite pas juste aux adultes, hein. C'est aussi Mhm. les enfants. J'aimerais bien qu'on parle de l'impact que tout cela peut avoir sur les enfants. Donc, selon vous, comment la compréhension de la neurodiversité peut-elle aider les enfants à développer leur estime de soi? Si on va transmettre tout ça chez les enfants. Parce que ça commence à la jeune. C'est un Oui, enfant qui est fragile, il peut traîner avec lui sa fragilité pour plus tard. Mais si on veut vraiment exactement. l'aider à construire l'estime de soi dès le jeune âge, je crois que Mhm. ça va l'aider énormément plus tard. Je pense que déjà, ça commence à la maison, c'est-à-dire que il faut qu'absolument que les parents acceptent, parce que certains parents ont encore du mal à accepter que leur enfant soit TDAH, soit autiste, soit à de la dyslexie. Le Tout commence à la maison. C'est-à-dire que même si les éducateurs, éducatrices aménagent des espaces, aident cet enfant-là, tout commence à la maison. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette collaboration entre le corps enseignant et la famille. Dieu merci, au Canada, il n'y a pas vraiment de plus en plus de familles acceptent ça et travaillent et collaborent avec les écoles pour trouver des solutions. Moi, je sais que depuis que j'ai eu mon diagnostic, je travaille avec mon ami qui a son fils autistique et on a une structure à Toronto qui aide en fait ces enfants-là à s'épanouir. Parce que la réalité, c'est que oui, ils ont des difficultés. C'est-à-dire que dans le corps enseignant, et c'est ça que je trouve fantastique au Canada, les éducateurs, éducatrices, professeurs sont conscients des choses. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas forcément toutes les ressources, ils vont, ils vont eux-mêmes s'éduquer, eux-mêmes faire des recherches, eux-mêmes euh, créer des espaces et accepter ces enfants-là qui ont de neurodivergence. Le problème n'est pas forcément à l'enfance. Le problème va arriver à l'âge adulte. À l'âge adulte, lorsque l'enfant va devoir être plus indépendant, lorsque l'enfant va devoir, ou l'adolescent va devoir chercher du travail, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que maintenant, il ne sera pas confronté à des éducateurs, éducatrices qui vont faire cette démarche d'en savoir plus sur la neurodiversité, sur les différents types de neurodiversité, mais face à un monde du travail qui n'est pas encore préparé à ça. Et ça, ça, et ça, j'ai pas
À part former des entreprises, j'ai pas de solution. Mais je sais que au niveau de l'école et de l'éducation, il y a bien sûr du travail qui est fait, mais au moins c'est un environnement qui est ouvert. Des ateliers comme les vôtres aident déjà à voir des Absolument. solutions. D'accord? Absolument. Puis je peux vous Et dire que PPE a exactement, offert des exactement. rencontres pour les enfants neurodivergents, je crois, en début d'année. Et oui, vraiment, merci PPE pour ces possibilités-là. Ça aide énormément de guider les parents, et puis c'est le but. Et aussi dans les écoles avoir de plus en plus de professeurs spécialisés, parce qu'on ne peut pas laisser un professeur ou une professeure, un enseignant toute seule avec des profils aussi variés, différents. C'est ingérable, c'est pas possible. Ce sont pas des super humains, ils ont besoin d'aide. Et ça aussi, il faut voir comment dans chaque école, dans chaque conseil, ces choses-là peuvent être mises en place. Merci pour ces précieux conseils. Effectivement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail est une coordination, collaboration entre la famille, l'environnement scolaire aussi, le personnel qui travaille tous les jours avec ses enfants, même leur bulle récréative, s'ils font des activités aussi, hein, ils font du sport, un entraîneur, pardon, c'est tout un travail d'équipe. Puis il faut que tout le monde s'aligne sur le même objectif, c'est outiller cet enfant pour qu'il puisse s'épanouir. C'est le mot. Mhm, Il faut qu'il mhm. s'épanouisse dans ses activités. Euh, je dis toujours, ce n'est pas une maladie, mais on est différent. On est différent, mais c'est pas des maladies. Comme la grippe, non. Oui, C'est, oui. c'est, c'est vraiment, ça fait des personnalités différentes avec des défis. Puis, Mhm, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont proposés, que ce soit au niveau de la littérature, que ce soit au niveau des rencontres et tout. Les gens qui viennent témoigner, qui partagent leur vécu et tout, pour mieux outiller les parents, pour outiller à leur, à- euh, comment dirais-je, outils de leur part, leurs enfants mhm, aussi passaient le message. mhm. Donc, oui, et puis j'entends que vous avez monté une structure à Toronto pour justement offrir à ces enfants les moyens Ouais. de s'épanouir. Alors, Alors, je vais juste dire pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de familles, ça devient très compliqué lorsqu'ils ont des enfants autistes, TDAH, dyslexie, de les mettre dans des activités, on va dire, avec d'autres enfants, sachant qu'il n'y a pas forcément une personne spécialisée pour les aider ouais, et d'avoir des ressources qui sont accessibles financièrement. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est que financièrement, s'il y a un coût et que tout n'est pas pris en charge. Donc, ça devient aussi difficile pour les parents financièrement de pouvoir proprement soutenir leur enfant. oui. L'objectif, c'est quoi, à votre avis, Khadija? En fait, valoriser leurs efforts, valoriser leur talent. C'est les intégrer, leur montrer je vais utiliser un terme utile. Ah oui, Souvent, ils se voient différents. mhm, Pourquoi moi je fais ça, puis mon frère ne mhm, fait pas ça? Pourquoi moi je mhm, dis ça, puis lui, il mhm, peut faire ça plus? Pourquoi je dors pas, puis lui, il dort? mhm, C'est des réalités. Donc, le, le travail à faire, c'est aller chercher des stratégies pour justement qu'ils puissent apprendre à valoriser même eux-mêmes leurs talents et leurs forces. Alors, exactement. est-ce que vous pouvez nous partager avec nous des stratégies ou des approches qui peuvent les aider dans ce sens-là? Bien sûr, c'est quelque chose qui est important, qu'ils se sentent bien eux-mêmes. Ce sont des enfants d'une extrême intelligence.
que ce soit les personnes TDAH, que ce soit les personnes dyslexiques. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que dans nos espaces, on a fait tout en sorte pour que ce soit beaucoup plus sensoriel. C'est-à-dire que ce soit au niveau du matériel, que ce soit les tables, que ce soit au niveau du son. On a insonorisé nos salles de classe, pour que les personnes neurodivergentes qui souhaitent ne pas être vraiment trop distraits. Parce que certains enfants, par exemple, avec le TDAH, le moins de bruit dehors, la voiture, les voitures qui passent, ils peuvent se déconcentrer. Donc tout a été fait pour nous, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et qu'ils se sentent moins déconcentrés par ce qui se passe à l'extérieur. Les autres stratégies qu'on a fait, c'est bien sûr que chaque professeur est assisté de deux à voire trois personnes spécialisées qui ont une formation sur la neurodiversité, sur les personnes autistes. On met aussi tout en place pour leur donner des coins spécifiques pour certains lorsqu'ils se sentent un petit peu fatigués ou qu'ils souhaitent se reposer. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Également, un dialogue honnête avec les parents. On a aussi des psychologues qui travaillent avec nous pour voir aussi des fois pourquoi tel enfant se comporte de telle manière ou pas. Donc c'est vraiment, il n'y a pas une solution miracle qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut malheureusement passer par plusieurs tests, plusieurs essais avant de trouver quelque chose qui va fonctionner. Parce que nous, par exemple, dans le centre qu'on a sur Toronto, c'est un centre qui est aussi pour des familles racialisées. C'est-à-dire que dans ce contexte de personnes qui sont autistes ou qui ont TDAH ou qui sont dyslexiques, on apporte cet aspect culturel afro-descendant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on a des sessions spécifiques pour les personnes TDAH qui veulent des activités de tam-tam, de musique africaine, etc. Mais chaque intervenant est formé avant pour pouvoir réellement interagir avec ces enfants-là, pour qu'ils comprennent en fait comment interagir avec eux. Donc, créer ce lien de confiance. Donc, il n'y a pas forcément une solution magique qui va fonctionner pour tous et tout le monde. Il faut vraiment comprendre comment, en général, l'autisme fonctionne et comment, parce que chaque enfant est différent. Il va avoir cette, on va dire, quelques aspects communs, mais ensuite, dépendamment de son environnement, dépendamment de comment ses parents ont pris en charge les réponses vont varier. Certains vont être beaucoup plus à l'aise à être avec d'autres enfants, d'autres, ça va prendre du temps. Donc, ça veut dire qu'on va devoir être avec eux, avoir vraiment un suivi personnalisé avant de pouvoir les réintégrer dans la classe, dans des classes de maximum 15 étudiants, pas plus. Parce qu'on a vu que si c'était plus, c'était pas gérable. Oui. Mais certains enfants ont vraiment besoin d'un suivi vraiment personnalisé avant d'intégrer en fait le groupe. Donc, merci pour toutes ces approches, ces stratégies-là qui sont mises en place. Et c'est vrai que on peut avoir toute une liste d'approches, mais qui sont pas nécessaires ou qui conviennent pas automatiquement à un enfant. Il faut vraiment essayer, tester Mm. et il faut avoir une acceptabilité de l'enfant par rapport à ce qu'on lui offre. Parce que si il n'est pas à l'aise, il va pas adopter l'outil, puis ça va pas l'aider plus que ça. Donc, ce qui fait que il faut essayer, il faut être stratégique un peu pour que l'enfant soit ouvert à accepter ce qu'on lui offre. Euh, Ça, c'est vraiment au niveau institutionnel, puis avec du personnel spécialisé et tout. Alors, si je vous demande au niveau familial, dans la Mm. famille, dans notre foyer, Mhm. quel message clé que vous pouvez passer aux parents ou des conseils pour justement aider leurs enfants et les soutenir, leurs enfants neurodivergents, hein, on parle de la neurodiversité. Donc, quel conseil vous pouvez leur dire aujourd'hui?
Alors moi, de ce que je vois avec les parents c'est d'avoir une relation de confiance entre l'enfant et le parent. Premièrement, que les parents soient là pour réassurer l'enfant. Ça, c'est déjà la première chose. Réassurer dans les compétences de l'enfant, réassurer lorsque l'enfant ne comprend pas quelque chose ou a du mal à apprendre quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais qui est important, c'est que, et nous, ce qu'on dit aux parents ayant des enfants autistes, on a un carnet de suivi. C'est-à-dire qu'avoir ce carnet de suivi, surtout pour les personnes autistes ou les enfants qui ne parlent pas encore, d'avoir un carnet de suivi, d'aller vraiment au rythme de l'enfant. Parce que la dynamique, lorsqu'on a un enfant autiste ou TDAH, va changer. C'est-à-dire que le focus va se tourner autour de l'enfant. Et il faut faire extrêmement attention parce que de ce qu'on voit, c'est que malheureusement, beaucoup de familles, surtout afrodescendantes d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, les familles ne tiennent pas. On voit que les parents se séparent parce que la pression d'avoir un enfant autiste ou un enfant TDAH ou un enfant dyslexique fait que la relation entre les deux parents, malheureusement, se détériore. Parce que ça demande vraiment un changement de prisme au niveau de la famille et de réorganiser, c'est vraiment ça le mot, de réorganiser la structure familiale pour supporter l'enfant. Parce que du coup, on passe d'un, d'une famille traditionnelle à une famille qui a une personne ayant euh, un handicap. Et donc, du coup, comment on va adapter toute la vie de famille pour que cet enfant soit à l'aise. Et si malheureusement, l'un des deux partenaires ne comprend pas vraiment les enjeux ou n'accepte pas vraiment cette condition, ça va imploser la famille. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que premièrement, du coup, que l'enfant soit réassuré et que la structure familiale se réadapte. Et que les parents aussi enlèvent ce stigma. Parce que beaucoup de parents viennent nous voir et nous disent, oui, j'ai un enfant autiste, mais moi, j'ai un peu honte. J'en parle pas autour de moi parce que j'ai pas envie que on me stigmatise. Il faut vraiment enlever le regard des autres. De toute façon, quoi qu'on le fasse dans la vie, les gens vont juger. Oui. Donc, il faut vraiment que les parents enlèvent que ce soit, et c'est surtout quand je parle aux parents, ils ont ils ont vraiment cet aspect-là, surtout avec les autres membres de leur famille, qui vont pas forcément comprendre. Et je leur dis, écoutez, c'est votre famille, c'est à vous de vous organiser comme bon il vous semble pour que la famille reste unifiée. Parce qu'une famille qui est disloquée ou séparée, ça va encore plus affecter un enfant qui est neurodivergent. Oui, surtout, il Alors que faut si les parents sont ensemble, ça va faciliter, voilà, que ce soit par exemple pour tout type de motricité, pour un enfant autiste, ou même pour un enfant dyslexique, ou même pour un enfant qui a le TDAH. surtout, c'est des enfants qui sont très sensibles. Exactement. Et qui n'ont pas besoin d'entendre Oui, une dispute pour comprendre que ça ne va pas. absolument. Puis la solution commence commence dans le noyau Exactement. familial. Donc, une famille, les membres de la famille soudés, les membres une l'empathie entre eux, ça les rend plus forts. Et c'est sûr que cet enfant qui a ces défis-là, il va se sentir plus en confiance. Il va être ouvert à partager avec la famille et puis avec la société après. Parce que il y a la confiance en soi qui va devenir de plus en plus euh, forte. Oui. Alors, j'aimerais pas passer à côté, j'aimerais bien vous entendre sur la belle malédiction d'être neurodivergent. Très beau titre. Ah, Donc, merci. j'aimerais bien vous entendre là-dessus, nous parler de votre livre, Ben, en fait, mon livre, c'est un livre d'espoir pour toutes les personnes qui n'ont jamais,
se sont sentis en dehors du système capitaliste. Je ne vais pas dire canadien, parce que malheureusement, ce système capitaliste est partout, mais de cette... moi, ce qui m'a rendu mal à l'aise, c'est que on est dans une ère où tout est performance. Tout doit être montré. Tout doit être j'ai ça, j'ai ce nouveau job, j'ai ça, j'ai ce meilleur job, je suis entrepreneur, je fais ceci. On ne prend pas le temps pour soi. Et lorsqu'on cherche du travail, c'est quelque chose qui est difficile, compliqué. Et lorsque on ne se sent qu'on trouve pas du travail parce on n'a pas ce tel profil ou tel profil, malheureusement, on met la faute sur nous-mêmes et on se dit, mince, c'est moi qui ai un problème. Si j'ai pas réussi à avoir cet entretien, c'est moi le problème. J'ai pas su bien me vendre. J'ai pas su faire ceci. Mon profil LinkedIn n'est pas optimisé à 100%. Je parle pas anglais, je parle pas anglais, je suis pas fluent, je suis pas, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Le monde du travail, le monde est extrêmement, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme moi, tous les diplômes qu'on veut. On peut parler toutes les langues qu'on veut. Cela ne va pas garantir qu'on va avoir un emploi. Absolument. Parce que si c'était ça, et c'est pour ça que je dis si c'était ça, si c'était le fait d'avoir le profil 100% LinkedIn, qui est bien fait, d'accord? Avec toutes ces expériences, les masters, les diplômes de certification. À cette heure-ci, nous tous, on aurait du travail. Tous les immigrants auraient du travail au Canada. Mais 2000 la, abonnés. la réalité, c'est pas le cas. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut comprendre la culture où on est. Il faut comprendre que lorsqu'on se présente à quelqu'un, on est jugé indirectement, rapidement sur à quoi on ressemble, comment on se présente, d'accord? Et la manière dont on parle. Et ça joue beaucoup plus que avoir un profil 100% optimisé. Et encore pire pour des personnes racisées ou comme moi qui arrivent à un moment où ils sont dans des difficultés où leur emploi est lié à leur statut canadien et lorsqu'ils perdent un statut canadien. Comment moi je me suis sentie déshumanisée lorsque j'ai perdu mon statut canadien. C'est comme si je valais rien, rien. Et je suis passée par des phases extrêmement difficiles où, je dis dans le livre, des fois j'avais tellement faim, j'allais chercher un fromage, mais j'avais un peu de poulet à l'âge, je le mettais au fond de mon caddie. Je passais et je payais pas l'attente pour pouvoir manger de la viande. Parce que quand j'allais dans les banques alimentaires, il n'y avait pas de viande halal. Et donc, du coup, quand je partais dans les magasins, je voulais manger de la viande. Des fois, je voulais un petit peu de viande pour pouvoir manger de la viande. J'arrivais à un point où je pouvais rien manger. Où j'ai perdu tellement de poids que je suis partie voir mon médecin, il m'a dit, mais on pense que vous avez quelque chose de grave. Alors que c'est non. C'est-à-dire que même en travaillant, en ayant 3 emplois, j'étais en survie. J'avais pas assez pour vivre. Parce que le coût de la vie est extrêmement élevé. Mais je me suis dit, tout a une fin. Tout a une fin. Je passe par une phase extrêmement difficile. Je suis déshumanisée, c'est pas grave. Ça va passer. Et je veux que chaque personne qui soit là ou chaque personne immigrante qui connaît quelqu'un dans une situation difficile, tout passe dans la vie. C'est un nuage qui est passé, puis on est très content de t'avoir, Radija, aujourd'hui. Vraiment, Désolée, je suis un peu émue parce que ça me oui, rappelle c'est pas grave, des vous avez le souvenirs. droit. Et puis, écoutez, c'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est juste les émotions. On se contrôle pas, mais Ouais, moi, je vous salue pour votre courage, votre ouverture de partager, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de partager. Puis je ils crois ont qu'en peur. partageant, ils ont peur, Ils ont peur. mais il faut qu'ils brisent la glace parce que c'est une sorte de libération de partager. Je suis sûre que tout le monde maintenant pense à quelque chose
un nuage qu'il a eu à un certain moment de sa vie. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Exactement. Et puis, je regarde la montre, ça file trop vite à chaque fois. On rencontre, mais c'est un sujet très pertinent, puis je vous invite tous à ouvrir vos micros, puis poser les questions à Khadija quand vous voulez. Elle est remise de ses émotions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires à partager avec nous ou des questions pour Khadija? Aussi, Philippe Choquette. Merci pour la présentation. C'est une perspective unique. La mienne, c'est que notre enfant est adopté. Et comme nous avons expliqué au conseil récemment, excusez, euh, que notre fils est né de notre cœur et nous l'acceptons comme qu'il est. Euh, et que euh, nous demandons au conseil scolaire de faire la même. So, je veux juste dire merci encore pour votre perspective. Ça nous donne, euh, je ne savais pas comment il y avait un stigma ou que il y avait un manque de partage. J'ai juste toujours pris qu'un enfant, c'est un enfant, on l'accepte et on avance. Alors, merci. Et j'ai hâte de lire en fait votre livre. Merci. Merci Phil, c'est vraiment apprécié. Oui, il faut les accepter. On les aime comme ils sont. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Khadija, est-ce que tu veux dire quelque chose à Monsieur Phil? Merci encore, Phil, pour votre commentaire, c'est très apprécié. Et mon but, c'est vraiment que voilà, et c'est ce que j'aime avec le Ghana, c'est un pays qui est ouvert. Donc, on peut avoir ces discussions-là, on peut en parler. Et on est dans le mois de l'autisme en ce moment. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est avec des gens comme Phil, avec des gens comme vous, Maya, avec des gens qui sont là aujourd'hui, que nous allons pouvoir changer les choses. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas faire les choses. C'est vraiment un collectif. C'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. C'est ensemble qu'on va pouvoir en parler autour de soi. Ensemble qu'on va pouvoir mettre le projecteur, en parler aussi au niveau politique. Parce que c'est ça aussi qui va faire changer les choses. Et encore, merci. D'autres interventions? Je vois Moussa, je pense. Oui, Monsieur Moussa. Oui, merci beaucoup, Khadijat. Merci pour cette belle allocution. Moi, j'avais une question en deux. Alors, dans votre allocution, vous avez eu à souligner que euh, vous saviez que vous avez l'autisme. Cependant, vous montrez aux autres que vous êtes quelqu'un de normal. Mhm. Alors, pour arriver à ce stade, vous montrez aux autres que vous êtes quelqu'un de normal, ça dit quelle stratégie vous avez mis en place ou mécanisme. C'est une très bonne question. Je Mhm. vais terminer avec ça. Et cette stratégie ou mécanisme que vous avez mis en place afin d'arriver ou montrer aux autres que vous êtes quelqu'un de normal, comment on peut déporter cette stratégie ou mécanisme, c'est les plus jeunes. Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a une terminologie en psychologie qui s'appelle le masking, qui s'appelle le camouflage. Le camouflage, c'est-à-dire que on va se camoufler, c'est-à-dire créer une nouvelle personnalité. Donc, pour mon cas, créer une nouvelle personnalité, c'est-à-dire changer de forme. Dans mon cas, j'ai une personne qui est assez introvertie, donc c'est-à-dire de devenir un petit peu plus extravertie. Ça va être du people pleasing, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que les autres nous acceptent en contrepartie sur nous. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place, on va tout faire pour mon cas, par exemple, le travail, on va faire en plus pour être pour son manager, que le manager nous aime bien, tout faire, travailler, faire plus de recherche, etc. Euh, Parce qu'on ne veut pas que la personne découvre notre réelle personnalité. C'est-à-dire on va complètement changer notre personnalité. C'est-à-dire que on va devenir une personne extravertie, on va faire tout en sorte pour que les autres nous aiment.
Mhm. Ça peut être soit un manager, soit un partenaire, soit notre famille. On va garder en soi nos ressentis. On va pas forcément s'exprimer. Moi, je sais que étant plus l'aînée de ma famille, je me dois d'avoir un certain comportement. Je peux pas m'exprimer, que ce soit d'un mécontentement, être trop triste, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc, ça veut dire ben, on va faire paraître aux gens que tout va bien, alors que c'est faux. Et donc, pour les enfants qui sont autistes et qui sont niveau 1 ou 2, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de motricité, ben ça va être pour eux, ils vont être quelqu'un à la maison et avoir une autre personnalité dehors. Oui. Parce qu'ils doivent survivre, sinon ils savent qu'ils vont pas avoir, qu'ils vont être seuls, qu'ils vont pas être compris, qu'ils vont être moqués. Donc, ça va être vraiment ça. Euh, J'espère que ça répond à votre question. je peux confirmer, c'est vrai, les enfants, ils sont eux-mêmes à la maison. Mais dès qu'ils quittent la maison, là, juste derrière la porte, c'est une autre personne parce qu'ils veulent pas montrer leur fragilité. Et ils vont, c'est leur façon de chercher à sociabiliser, d'être acceptés, ils vont se mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules pour réussir comme tout le monde. Et je me permets de vous le dire, si vous avez un enfant qui est trop agité à la maison, laissez-le parce que il a tellement de pression à l'extérieur que quand il rentre à la maison, il cherche à se libérer, à vider vraiment, à enlever toute cette pression qui est sur les épaules. Donc, et, et je crois si des parents n'ont pas vu ça vraiment, mais je crois après aujourd'hui, ils vont commencer à le voir. Mais ça fait partie du défi, de leur défi. Donc, c'est ça. Oui, Madame Anaïs. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que le fait d'avoir été diagnostiqué, du coup, a été pour vous un soulagement, en fait, parce qu'il y a un système qui avait pu être mis en place, un protocole de soins, ou à l'inverse, le fait de poser un diagnostic et de savoir qu'on a un handicap et d'être considéré autrement dans la société, est-ce que, voilà, quel était votre point de vue par rapport à ça? Alors, je dirais pas que ça a été, je pense pour moi, ça a été une délivrance. J'ai enfin compris tous mes échecs professionnels. J'ai enfin compris. J'ai pu. Je crois qu'on a perdu Madame Khadija. Temps d'avoir des réponses et ça permet d'être réellement soi-même et de pouvoir également euh, adapter son environnement à soi. Parce qu'avant, je m'adaptais aux autres. Je m'adaptais à mon environnement, je m'adaptais à mon travail, je m'adaptais à ma famille, je m'adaptais à mes amis. Là, maintenant, je trouve un équilibre. Bien sûr, c'est truc, mais j'adapte mon environnement à moi. J'adapte là, justement, je cherche pas un travail, mais si je devais rechercher un travail, c'est clair il y a beaucoup d'entreprises de secteur que je vais complètement éviter. Parce que je sais que la culture, mon être qui je suis ne va pas va être en conflit avec la culture de l'entreprise. Donc, je perds moins de temps. Je ne vais pas chercher du travail n'importe où. Je vais extrêmement cibler. Si je sais que je suis une personne introvertie, je suis une personne qui aime bien travailler avec des petits groupes, pas dans des grosses entreprises, je ne vais pas chercher à travailler dans une start-up. Je ne vais pas chercher des jobs dans tout ce qui est vente, Excel. Non, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais chercher un emploi qui va correspondre en fait à ma personnalité. Et c'est ça que je veux dire aux gens. Plus vous apprenez à vous connaître, plus ça va être facile de naviguer dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Plus vous sachez qui vous êtes, plus vous sachez, vous apprenez à connaître c'est quoi mes limites, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Ça,
beaucoup plus facile pour vous de trouver du travail. Parce que vous n'êtes pas là à me dire, ah, j'ai appliqué à 80 emplois par mois. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il faut vraiment se connaître soi-même et que lorsqu'on applique à l'entreprise, comprendre comment, premièrement, la culture de cette entreprise. Et également, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est le livre de Robert Greene qui parle des 48 lois du pouvoir. Il est extrêmement... Il faut comprendre la psychologie humaine. Pour les personnes comme moi, autistes, on est très naïf, très naïf, très naïf. Et je pense que quand on entre dans le monde du travail, c'est un monde qui est, quoi qu'on le veuille ou non, qui est un monde compétitif. Des gens sont là pour monter des grades, pour être manager. Pour des personnes comme nous, autistes, on est là pour avoir de l'argent pour payer le loyer et faire nos activités. La plupart des gens, c'est pas ça. Certaines personnes sont dans le monde du travail parce qu'ils veulent asseoir une dominance. Donc, il faut comprendre à qui on a affaire également. Parce qu'on peut trouver la bonne entreprise, mais pas avoir des bons collègues. Donc, comment on gère tout ça? Et ça, c'est en lisant des livres sur la psychologie humaine, en comprenant la psychologie des gens. Parce que des fois, et c'est pour ça les gens me disent, mais pourquoi tu n'attaques pas en justice la personne qui t'a fait ça? Pourquoi tu dis, mais oui, elle m'a fait du mal. Mais peut-être que cette personne-là, elle était dans un état, elle n'était pas, je vais pas dire qu'elle n'était pas elle-même, mais peut-être qu'elle avait des problèmes à gérer. Et que le seul moyen pour elle de, de, de gérer ses problèmes, c'est de moi, en fait, de mettre à terre. Parce que peut-être dans sa vie personnelle, elle passe par des choses difficiles. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous, quand on arrive dans le monde du travail, on est obligé de porter un masque. On ne peut pas être soi à 100%. Et des gens, vous pouvez les voir sourire, vous pouvez les voir voir qu'ils ont 50 000 connexions, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Et la manière dont ils vont réagir, c'est qu'ils vont devoir du coup écraser l'autre pour dire, OK, moi dans ma vie personnelle ça passe pas, mais voilà, au travail je suis le boss, c'est moi qui dirige et tout le monde m'écoute. Donc c'est ça aussi de comprendre. Et c'est ça qui est difficile dans cette vie-là, c'est que, surtout dans le monde du travail, c'est que en fait l'être humain est complexe. Alors, il faut Et lorsqu'on regarder. travaille avec l'humain, il faut comprendre que, eh ben, c'est pas toujours facile, mais qu'il faut être armé soi-même pour faire face à des choses. Et moi, si j'étais armée plus tôt, il y a des signes que j'avais vus, mais que j'ai pas compris. Mais c'est la vie, c'est l'expérience. Aujourd'hui, je suis là, je peux en parler. Et si je peux, à travers mon discours, aider une personne, soulager, parce que c'est ça aussi, quand on passe par des situations extrêmement difficiles. Moi, si j'aurais pu assister à un atelier comme ça, et j'entends qu'une autre personne est dans ma situation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de document, truc, je me dis, OK, elle s'en est sortie, moi aussi, je peux m'en sortir. Je dis, OK, d'accord. C'est pas la fin du monde. OK, ça, comme le dit Maha, c'est un nuage, ça va passer. Et je pense que c'est très, 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 très important. Et j'encourage et je remercie à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui de m'avoir écouté. Parce que c'est pas seulement m'écouter mon histoire, c'est que vous aussi, vous allez rencontrer des personnes et comprendre que chaque personne a son histoire. Et l'immigration, c'est pas facile pour tout le monde. Merci beaucoup, Khadija, pour ces encouragements. Puis, j'aimerais, avant de conclure, j'aimerais faire une petite mention dans le chat à Monsieur Rancourt, Ben Rancourt. Merci pour votre témoignage. Donc, si vous n'avez pas vu son message, mais il a partagé avec nous aussi sa situation. Et malheureusement, le temps file. Puis, on doit conclure notre rencontre. Merci beaucoup, Khadija, pour ce témoignage. Merci de partager avec nous votre vécu, nous aider à mieux comprendre la neurodiversité, puis réfléchir aux moyens euh, qu'on doit créer. Il faut être créatif, hein. Il faut créer dans nos environnements, pas juste professionnels, mais aussi notre environnement social. Et puis,
pour qu'on puisse se sentir mieux, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et j'espère que cet échange aujourd'hui a apporté une chose pour chacun d'entre nous. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous voir dans les Midi Parents. Madame Gébedo, elle a mis dans le chat aussi un lien euh, pour évaluer notre rencontre. C'est un formulaire d'évaluation qui nous permet vraiment d'améliorer nos ateliers, de mieux répondre à vos besoins. Donc, on apprécie énormément que vous répondez à ce petit sondage. Alors, un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite un bel après-midi, puis espérons vous voir au prochain atelier de Midi Parents le mois prochain. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Merci encore. Voilà.